Bonjour Elodie, comment vas-tu? Bonjour Sébastien, écoute, ça va très bien, merci. Bon, écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui en vidéo et puis aussi au format podcast. Alors, pour rappeler très brièvement comment on s'est rencontrés, eh bien, tout simplement, tu as rejoint, alors tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as rejoint un de mes programmes d'accompagnement en juillet 2024. Tu as lancé une conciergerie sur, alors, Briançon ou sur Besançon? Sur Briançon. Sur Briançon. Oui, Aujourd'hui, tu me confirmeras aussi, tu as une trentaine de logements en conciergerie, à peu près. oui, Ouais, hein. c'est ça. Et moi, j'étais ravi de te faire venir, en fait, pour échanger avec toi sur tout simplement ce que tu as mis en place, ce que tu as prévu de faire, pourquoi tu as fait ça, qu'est-ce qui a été le déclic, puisque je sais que toi, tu n'étais pas entrepreneuse de base. Hein. Oui. Tu l'es devenue. La question aussi que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui tu vis de cette activité ou est-ce que tu as toujours gardé quand même ton activité de salarié? Voilà, je vais te laisser un petit peu dérouler entre le moment où finalement tu as rejoint en 2024 un de mes accompagnements et aujourd'hui. Et c'est que tu peux revenir un petit peu sur ça. Oui, pas de souci. Alors, pour me présenter, donc moi, je m'appelle Élodie, j'ai donc une conciergerie sur Briançon et plus précisément sur la vallée de Serre-Chevalier. Mhm. En fait, c'est une vallée qui englobe la ville de Briançon et diverses communes aux alentours. Donc, je suis dans un domaine un peu spécifique parce que je suis dans une station de ski, on va dire, voilà, en plein milieu de la montagne. Ok, J'ai commencé donc la formation, donc comme tu l'as dit, en juillet 2024. Et aujourd'hui, donc on est en mai 2026, j'ai à peu près une trentaine de biens ok, au total que je gère donc en conciergerie. ok, Euh, Qu'est-ce qui a fait que je suis partie en fait sur ce projet? En fait, j'ai, on va dire, une expérience professionnelle dans divers milieux, donc notamment principalement du salariat. oui, J'avais eu à un moment donné une micro-entreprise en tant que community manager. d'accord, Et en fait, la vie a fait que je me suis séparée du papa de mes enfants et d'accord, du coup, je suis repartie en salariat. d'accord, Voilà, pour un petit peu assurer mes arrières. Voilà, je venais de lancer ma boîte, c'était tout frais, etc. Et puis, voilà, c'était un peu compliqué pour moi. Donc, on va dire, oui, j'ai recherché un peu de sécurité. Et la vie a fait que, eh bien, j'ai rencontré en fait mon nouveau conjoint qui habite sur Briançon. d'accord. Et moi, j'habite à Besançon. Donc, j'ai, on va dire, un parcours un peu spécifique puisque je gère ma conciergerie à distance une semaine sur deux. Intéressant. Voilà, oui. Donc, c'est un sacré challenge, mais en tout cas, Ah ouais, c'est clair. Et donc, juste pour faire une pause là-dessus, toi, donc c'est par défaut que tu as choisi ce mode-là ou comment en fait, pourquoi tu t'es pas dit finalement je vais déménager pour être plus proche de là où j'exploite? Mm. Comment toi, t'as visualisé ça en fait au moment du Non, lancement? en soi, c'était pas possible parce que, comme je t'expliquais, j'ai deux enfants, je suis en Ah garde oui. partagée. Donc, du Mm. coup, je ne pouvais pas bouger de Besançon, donc ma ville actuelle où j'habite. Et j'avais quand même cette envie de partir en fait à la montagne. C'est un lieu qui m'a toujours voilà appelé. J'ai toujours aimé ce lieu. Et la vie a fait que voilà, j'ai rencontré mon nouveau conjoint aussi là-bas. Et donc il fallait que je trouve en fait un job qui me permettait de pouvoir Ok. être là-bas quand je n'ai pas mes enfants et être sur Besançon quand j'ai mes enfants en garde partagée. Donc, Ok. il n'y avait pas beaucoup de solutions en soi. Enfin, voilà, il fallait trouver quelque chose. Et en fait, la conciergerie, c'est vraiment un projet qui m'est venu comme ça. En fin de compte, on m'en a parlé. Je me suis dit, ah, tiens, ça peut être pas mal. Et en fait, ça regroupait aussi pas mal les expériences professionnelles que j'avais eues auparavant. Ok. Donc, les différents milieux, en fait. Et ça me correspondait, en fait, complètement. Donc, je me suis dit, eh ben, allez, feu, on va tenter l'expérience, quoi. Voilà. Et donc on arrive à donc ça c'était en 2024 finalement où Oui. tu te dis donc mais une question que je me pose c'est pourquoi t'as pas fait les deux villes en termes d'exploitation parce qu'en fait tu as toujours gardé ton poste d'employé ou de salarié ou Non. En fait, si tu préfères, comme beaucoup de femmes qui sont seules avec deux enfants, on m'a fait comprendre dans mon précédent job qu'on ne me ferait pas évoluer. d'accord. Étant donné que j'étais maman célibataire avec deux enfants,
Donc, je me suis dit, tu sais quoi, moi, j'avais envie en fait de plus, et je suis quelqu'un qui suis assez autonome, ou voilà, j'avais plus envie qu'on me dise ce que j'avais à faire. J'avais plus envie d'être bloquée aussi quand mes enfants sont malades, de pas pouvoir prendre 2 jours de congé pour les garder. Enfin voilà, c'était aussi ce côté-là. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais me lancer à mon compte en fin de compte, et je vais tester un nouveau projet. Et en fait, donc je voulais plus rester dans ce salariat. Le fait aussi de devoir être une semaine sur 2 dans 2 villes différentes, c'est compliqué de garder ton job en tant que salarié. C'est pas simple. Donc j'ai réussi à négocier une rupture conventionnelle et du coup à avoir mon chômage, ce qui aide aussi pour monter ton projet, bien évidemment. Bien sûr. Voilà. Et le but, c'était pour le moment de développer l'activité du côté de Briançon, parce que j'avais 1 an pour tout développer, puisqu'après mon chômage s'arrêtait. Ok. Mais par contre, mon projet futur, là, j'ai développé le côté conciergerie sur Briançon. Mon projet futur, c'est de pouvoir développer la sous-location, mais du côté de Besançon cette fois-ci. D'accord, génial. Ouais, j'ai d'autres projets par la suite. Voilà. C'est cool. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que tu es complètement investi dans ton projet, on va dire entrepreneurial, vraiment la partie salariée, c'est terminé? Ah oui, non, mais je ne reviendrai jamais en arrière. Okay. Ah oui, non, pas du tout. Oh mon Dieu, non, c'est génial de pouvoir faire ton planning, gérer tes missions, tes horaires, tes jours, de pouvoir vraiment. C'est clair. Puis tu peux t'adapter à tes enfants, parce qu'effectivement, ils vont à l'école. J'imagine qu'ils sont jeunes, ils ont moins de 10 ans. Ils sont petits. Ah ouais, ils sont petits, ils ont 5 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il faut aller les chercher à l'école. Peut-être que tu as une nounou aussi, mais. Ouais, non, c'est chouette. Franchement, pouvoir organiser son planning comme on le veut, et puis de pouvoir aussi participer des fois aux sorties scolaires, ce que je pouvais jamais faire avant en étant salarié. Et que maintenant, je peux organiser mon planning pour aussi, vu que je les ai qu'une semaine sur 2, pour aussi profiter à fond la semaine où je les ai, participer aux activités de l'école, les emmener à leurs activités sportives, etc. Et ça, c'est chouette de pouvoir organiser aussi son planning de génial. C'est génial. Alors, toi, en plus, tu as mis la barre assez haute, parce qu'effectivement, tu as 2 enfants, maman seule. Et en plus de ça, tu le fais à distance. Donc, tu sais, des fois, il y a toujours des personnes qui me disent, oui, est-ce que c'est réellement possible à distance, etc. Toi, tu le démontres. Ah oui. Tu es maman seule avec 2 enfants, et en plus de ça, tu le fais à distance. C'est quoi finalement le plus difficile, gérer les 2 enfants ou gérer à distance ton activité? Ce qui est le plus dur, je trouve, c'est d'arriver à chaque fois à se remettre dans le bain. Quand je viens à Besançon, c'est retrouver mon rôle de maman, mais toujours garder un œil sur mon entreprise et ce qui se passe là-bas. Et quand je suis là-bas, c'est se remettre dans le jus de ton entreprise à fond, en fait. Donc, c'est s'adapter, en fait. L'adaptation à chaque fois entre le mode de vie et ton mode de travail, ça, c'est pas toujours évident. Mais moi, je le prends pas du tout comme, on va dire, une contrainte. Souvent, on se dit, tiens, quel est on a des atouts dans une société, et puis il y a des choses que nos concurrents ont et pas nous. Et souvent on me dit, mais toi tu es à distance, etc. Est-ce que ça peut justement être mauvais pour ton activité? Et pas du tout, au contraire, parce que je trouve que le fait d'être à distance, tu t'organises complètement différemment. Et ça te force à t'organiser. Tu es obligé d'être organisé, tu es obligé d'avoir des équipes sur qui tu comptes et qui bossent super bien, tu es obligé de les former, tu es obligé d'être derrière eux. Mais en fait, c'est un atout, parce que tu peux compter sur eux, du coup. Et ça, c'est chouette. Je suis d'accord. Donc, toi, aujourd'hui, donc 2024, donc, si j'ai bien compris aussi, tu as réellement lancé la conciergerie en 2025, c'est ça, hein? J'ai lancé ma conciergerie, mon premier appartement est rentré en juin 2025, donc ça fera 1 an. Ça fera 1 an. Et quand toi, tu as décidé de lancer, tu as eu ton client rapidement, ça s'est passé comment le premier? Parce que généralement, c'est ça la principale difficulté au début, c'est le premier client, quoi, pour valider le concept, on va dire. Ouais, ça a été très dur. J'ai lancé ma conciergerie en janvier 2025. Ouais. Donc, il faut dire que moi, je suis dans une station de ski, donc on a une saisonnalité qui est très forte. Ouais. Donc, la saison de ski de décembre à mars, et après la saison d'été de juillet à août. Et j'ai lancé ma conciergerie au pire moment où il fallait, c'est-à-dire en janvier 2025, parce que tous les appartements avaient soit leur conciergerie, soit leur propre femme de ménage. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de demande. Alors, comment tu as fait? Donc, j'ai fait énormément de choses différentes pour m'en sortir. Mon but, c'était de toute façon d'attirer mes premiers clients. Je voulais y arriver. Donc, j'ai mis énormément de flyers dans les boîtes aux lettres. J'en ai distribué à plus de 1000 sur toute la vallée. D'accord. J'ai fait la boîte aux lettres énormément. Je pense que ça m'a rapporté à peu près au moins, je dirais, entre 4 ou 5 clients quand même sur les 30 quand même, d'accord.
Ouais. Donc, tu faisais quoi? Tu boitais dans des copros ou c'était quoi la méthode? Ouais, c'est ça, exactement. J'allais mettre les flyers dans les boîtes aux lettres. J'ai notamment aussi beaucoup, je suis allée beaucoup dans les nouvelles résidences qui étaient en construction ou qui venaient d'être très bonne idée. finalisées. Ouais. Parce que je me suis dit, bah là, ils n'ont pas encore de Bien fin de sûr. ménage ou de conciergerie, donc j'ai vraiment ciblé ces personnes-là. Ou dans les résidences neuves. Voilà, le but, c'était quand même d'avoir des beaux logements. Donc j'ai principalement ciblé ces personnes-là. Quand j'arrivais pas à accéder aux boîtes aux lettres, je me faisais passer pour le livreur pour qu'on m'ouvre les portes des résidences. Ah ouais, t'étais vraiment motivé, quoi. Ah oui. Ouais, le but c'était vraiment d'arriver à mettre un maximum de flyers. Donc j'ai toujours trouvé des petites solutions. Donc j'ai principalement fait ça. J'ai essayé aussi de faire un article dans le journal, mais c'était trop cher. Parce que quand tu débutes, tu n'as pas nécessairement les fonds au départ aussi. Ouais, mais tu n'as pas essayé éventuellement de demander à la presse locale? Tu vois, des fois, ils aiment bien faire des petits articles. Non, d'accord. Il n'y avait pas, non, c'était obligatoirement payant et il n'y avait pas cette solution. J'ai quand même fait un site internet, donc qui m'a quand même beaucoup aidé. Ouais, c'est chouette. Donc non, ça m'a bien aidé. J'ai quand même aussi fait les réseaux sociaux, mais voilà, ça n'a pas été non plus extrêmement concluant de ce côté-là. Et pourtant, j'ai une expérience en tant que community manager, donc c'est un domaine que je maîtrise plutôt bien. Donc voilà, mais je trouve que ça m'a pas donné. Ça n'a pas été concluant, quoi. Ouais. Non. Ce qui a été pour moi le plus concluant, j'ai fait un partenariat avec l'Office du tourisme. Ok. Donc voilà, c'était un petit investissement de départ, mais qui a été extrêmement bénéfique. Du coup, ça m'a ramené pas mal de contacts derrière. Donc, c'est-à-dire concrètement, c'est passé comment en fait avec l'Office de tourisme? En fait, tu as un abonnement que tu payes, on va dire, à l'année. Et en fait, ils te mettent sur leur site internet au niveau de la vallée. Donc, quand les personnes cherchent une conciergerie, ils sont extrêmement bien référencés. C'est eux qui ressortent en premier résultat de recherche. Et tu as une page dédiée aux conciergeries. Et il y a quand même déjà des conciergeries qui sont répertoriées dessus. Mais il y a tellement de demandes qu'elles sont déjà toutes full, en fait. Il y a plus de place. Donc, du coup, ça m'a apporté pas mal de contacts, le fait de faire ce partenariat. Et ce qui a le plus fonctionné pour moi, c'est le partenariat de co-hôte sur Airbnb. Voilà, parce que mon conjoint avait déjà des appartements, lui, sur la vallée. J'étais déjà co-hôte de ces appartements que je gérais à distance. Et du coup, j'ai pu participer au programme de co-hôte de Airbnb et ça m'a apporté quasiment, je dirais, plus de la moitié de mes propriétaires aujourd'hui. Voilà, donc pour rappeler pour les personnes qui ne savent pas, qui vont écouter cette vidéo, en fait, le principe du programme co-hôte, c'est qu'en gros, tu t'enregistres sur Airbnb. Alors, je crois qu'il y a quand même des critères de base, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies que des bonnes notes. C'est quoi tu peux peut-être nous les rappeler d'ailleurs? Il faut que tu aies, je crois, plus d'1 an en tant que co-hôte sur une annonce. Il faut, je crois, que tu aies plus de 4,80 ou 4,70 de notation sur tes annonces. Je crois principalement c'est ça. Et après, tu soumets ton dossier et c'est eux qui valident ou non ta candidature. C'est ça. Ouais. Et donc concrètement, si vous êtes validé par Airbnb quand vous faites ça, le gros avantage, c'est que dès que quelqu'un, vous voyez sur Airbnb un propriétaire cherche, il clique sur. En fait, vous avez le choix aujourd'hui quand vous mettez, quand en fait tu veux partager ton annonce, t'as deux boutons. C'est soit tu prends un co-hôte que tu connais avec l'email que tu renseignes, ou alors ils te font une suggestion. Et donc là, en fait, toi, du coup, tu ressortais systématiquement, ou presque tout le temps à chaque fois sur ça. Avec effectivement gros levier, quoi. Donc du coup, on peut dire que finalement, les vrais leviers pour toi, qui ont vraiment été un accélérateur, c'est ça plus l'Office de tourisme, quoi. Oui, ça plus l'Office du tourisme et un petit peu les flyers qui ont quand même permis. Les flyers. Il y a peut-être le site web aussi, sans t'en rendre compte, parce que je pense que les gens, devaient taper derrière quand même peut-être ton nom, etc., non? C'est ça, exactement. J'ai eu aussi pas mal de demandes via le formulaire aussi sur le site web. Ça a bien fonctionné également. Ok. Donc, j'imagine que la croissance a été fulgurante. Ah oui, d'un coup, j'ai rien vu venir. En fait, ça a été très long les premiers mois. Je me suis dit, oh là là, ça va jamais arriver. Je vois le temps qui passe. Je me dis, mon chômage va s'arrêter. Il faut quand même que je me tire un salaire. J'ai 2 enfants à charge. Enfin voilà, ça a été aussi un peu le stress de ce côté-là. Et j'ai rentré mon premier bien. Durant tout l'été 2025, j'avais à peu près 5 biens. Donc je me suis dit, bon, c'est encore un peu timide, on verra. Et fin d'été 2025, j'ai eu, mais je ne sais pas combien de demandes. Ça n'arrêtait plus. Et j'ai rentré à peu près 20 logements en 4 mois. Ah ouais, d'accord. Ouais, ça a été fulgurant. Donc là, tu as été pas mal en pression, j'imagine. Ça a été des semaines et des semaines de boulot acharné, des heures et des heures. Je pense que je faisais des semaines à 70 heures. Et qu'est-ce qui a été le plus dur finalement, les mises en place
former les équipes, ça a été quoi le plus dur quand tu as cette croissance de 20 logements en 4 mois? C'est vrai que 20 logements en 4 mois, c'est-à-dire qu'en gros, tu en fais 5 par mois, quoi. Ah ouais, c'était impressionnant, quoi. En fait, c'est de tout gérer en même temps. C'est-à-dire que tu commences ton activité, t'as pas encore l'expérience nécessaire, hein, tu l'acquiers doucement. Et c'est que moi, j'avais une deadline parce que la saison de ski commence en décembre. Donc, il fallait que je rende tous mes logements avant décembre. Donc, en fait, ce qui est le plus dur, c'est d'arriver à tout gérer sans te perdre, sans bâcler ton travail. Parce que moi, le but, c'est vraiment de rester sur un travail de qualité. Je fais tout. Je fais les photos, je fais les annonces, je fais absolument tout. Je retouche mes photos, je fais des mises en scène sur mes tables de petit déjeuner, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est le temps. Le temps, en fait. D'arriver à tout gérer en si peu de temps et de gérer aussi ta vie de maman, tout ce qui est à côté, la vie perso. Hein. Et c'est ça. Ouais, c'est ça le plus dur, de toute façon, entrepreneur, c'est gérer la vie perso. Parce que finalement, si t'es que la partie entrepreneuriat, j'ai envie de te dire, si t'es bien organisé, t'es motivé, etc., ça gère. Mais c'est arriver à gérer les deux. En plus, parfois, tu peux avoir un conjoint ou une conjointe qui est pas du tout dans le délire. Donc, faut arriver à lui faire accepter que toi, tu es entrepreneuse et qu'en gros, tu peux aussi bosser le dimanche, quoi, tu vois, ça peut arriver. Oui. C'est ça H24. Hein. C'est H24, 7 jours sur 7. Et nous, on bosse, vu que c'est une vallée, on bosse tout le temps, en fait. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de semaine. C'est 7 jours sur 7. Arrive-t-il ça, en fait, des vacances? Pas pour l'instant. Pas du tout. J'ai prévu de partir en vacances début octobre, 2 semaines à l'étranger. Je t'avoue que c'est encore un peu stressant. Mais c'est le bon test. C'est le bon test. Oui. Et tu sais, il y a un autre truc aussi qu'il faut savoir, c'est que parce qu'en fait, tu as des équipes, quand ils savent que tu es là, ils vont toujours te poser la question. Le jour où tu seras pas là, où tu vas partir à l'étranger, tu verras qu'ils vont te contacter beaucoup moins bizarrement. Oui, donc, comme s'ils étaient capables de s'auto-gérer, tu vois. Il n'y a pas besoin de toi forcément. C'est ça, exactement. Mais voilà, ça va être un challenge aussi. C'est ce que je me dis. De toute façon, il faut une première expérience à tout. C'est comme ça aussi qu'après, tu vas t'améliorer, tu vas peut-être faire différemment, fonctionner différemment. Donc, et puis il faut, parce qu'au bout d'un moment, en fait, tu craques. Sinon, tu peux plus, quoi. T'es fatigué. Il y a besoin de repos. Honnêtement, c'est hyper important de se dire à un moment donné, je stoppe un coup et je prends du temps pour moi pour revenir en meilleure forme et reprendre, avant la saison d'hiver qui va être intense, quoi. Parce qu'aujourd'hui, comment tu es organisé, en fait? C'est-à-dire qu'il y a toi, donc, qui est donc la chef d'entreprise et qui fait office de manager, enfin, qui fait tout, finalement, qui a toutes les casquettes, qui change de casquette chaque jour, enfin, la compta, les clients. Un coup, faut parler à un propriétaire, un coup, faut parler aux voyageurs, un coup, faut parler aux équipes. Non, mais c'est vrai, et c'est à chaque fois de la gestion un peu différente. Et donc là, j'imagine que tu fais à peu près tout. Tu as juste la partie ménage qui est déléguée et la partie linge. Comment tu es organisé d'ailleurs par rapport à ça? Alors moi, c'est un peu différent des conseils que tu peux donner, mais parce que si c'est spécifique à ma vallée, moi, le linge, il est en option dans mes logements. D'accord, ok. Voilà, tout simplement parce qu'on a une seule blanchisserie sur la vallée. Ah oui. Voilà, qui a le monopole, donc qui est aussi extrêmement chargée. Et au début, quand j'ai monté ma conciergerie, elle ne prenait pas de nouveaux clients. Ok. Donc, il a fallu trouver des solutions. J'avais pas le choix. Donc, on a mis le linge en option. Au début, c'est moi qui le faisais. Ça n'a pas duré très longtemps. Je l'ai fait durant l'été 2025. Parce qu'avec 5 logements, tu arrives après à peu près encore. Tout à fait, c'est gérable. Mais quand tu as 20 logements qui arrivent d'un coup en 4 mois, c'est plus possible. Il faut trouver des solutions. Donc, j'ai réussi à négocier pour qu'ils me prennent en tant que nouveau client, mais en option. C'est-à-dire que je ne pouvais pas leur amener 10 sacs de linge par semaine. C'était pas possible. D'accord. Donc, on l'a mis en option, nous, de notre côté. Donc, en fait, les ménages sont gérés par des auto-entrepreneuses avec qui je travaille sur la vallée. Ouais. Ça m'arrive quand même d'aller en support, notamment sur février, parce que tous les logements nous sortent les samedis en février. Ouais, enfin, la semaine. Bien sûr. On a 30 logements qui sortent le samedi, donc là, je suis obligée d'aller sur le terrain. Ou quand il y a des besoins spécifiques, je suis sur le terrain, mais sinon, oui, je délègue la partie ménage et la partie linge. Voilà. Et tout le reste. Et ça a été simple de trouver du personnel quand même de ménage ou pas? Et si oui, est-ce que tu les as formés? Est-ce qu'ils avaient de l'expérience ou comment c'est passé concrètement? Alors nous, le gros problème de la vallée, c'est le gros point noir, c'est le ménage. C'est extrêmement compliqué de trouver des personnes qui sont en auto-entreprise, qui font ça à plein temps et qui bossent bien. C'est très compliqué. Il y a énormément de ménage au black, malheureusement. Donc, en tant que société, moi, je suis en société, donc ce n'est pas possible. Bah, oui, bien sûr. Voilà, la question ne se pose pas. Et donc, du coup, ça a été très compliqué. Donc, toutes les personnes que j'ai fait rentrer au niveau de ma conciergerie pour le ménage, je les ai formées sur le terrain.
Ok. automatiquement. Formation terrain. Je travaille avec Guest Lucky aussi, Ouais. qui était vraiment un atout pour moi. C'est Ouais, ça a le été un bonheur. levier, ça a été le game changer en fait pour le suivi de tes équipes Guest Lucky. C'est vrai que ça te C'est ça. permet j'imagine de faire d'avoir les reportings de ton personnel puis de savoir qui fait quoi au Exactement. quotidien, quoi. Ouais, exactement. Donc voilà, donc formation terrain, suivi. Quand je suis à distance, donc je suis par rapport aux photos qu'elles me transmettent à la fin de leur ménage. Et moi, on fait aussi une vidéo automatique à la fin du ménage, aussi avec la date et l'heure. Ok. Donc ça permet en fait de pouvoir checker à distance aussi ce qu'elles font. Et après, voilà, je travaille donc sur Guest Lucky. Elles ont toutes leurs missions qu'elles peuvent prendre en amont par rapport aux réservations qu'il y a sur Airbnb. Oui. Et du coup, elles organisent leur planning comme elles l'entendent, Oui. sachant que j'ai des personnes qui sont là à 100%. Enfin, c'est leur métier principal. Oui. Et d'autres personnes qui ont leur job et qui font ça en plus. En plus, oui. Voilà, donc j'ai tout type de profils, dont des personnes qui ont de l'expérience et dont des personnes que j'ai recrutées et qui n'ont jamais fait de ménage ou qui en ont fait très peu et que je forme pour ma conciergerie. Alors, est-ce que justement, dans les développements futurs, tu pourrais pas prendre ces personnes qui ont de l'expérience, qui formeraient les nouveaux entrants pour toi te libérer un petit peu du temps et C'est déjà le cas. Ok. J'ai déjà une personne que j'ai, ma première femme de ménage en fait avec qui j'ai travaillé, qui elle est sur place à 100%, et du coup je lui délègue la formation ménage. Génial. Quand je ne suis pas là, c'est elle qui gère. Ouais. Et puis pas hésiter aussi à faire des reportings, parce que je sais qu'il y a les photos, etc. Mais peut-être faire un point toutes les semaines ou tous les mois, tu vois, avec cette personne-là justement sur ce qui a été, pas été, suite aux notations voyageurs notamment. Et faire les ajustements, parce qu'en fait, entre le moment où tu remontes à quelqu'un une anomalie, il n'est pas du tout dit que dans 1 ou 2 mois, ça recommence pas à nouveau, parce que ça reste des humains, et les humains, c'est pas comme l'IA ou l'informatique, c'est pas toujours le même cadence, et parfois il y a des baisses de motivation, des baisses aussi de rendement, etc., ou de qualité, et c'est là où il faut être capable de recadrer et d'expliquer les choses, quoi. Ouais. Après, voilà, de mes précédentes expériences professionnelles, j'ai fait du management, j'ai managé des équipes, j'étais responsable de magasin, etc. J'étais dans le commerce pendant ok. Donc tu sais. Le management, manager les équipes, c'est pas un souci. Okay. J'ai l'expérience pour, en tout cas. Et ça, il y a toujours un suivi, en tout cas, de ce qui se passe. Et ça m'arrive aussi, quand je suis sur place, d'aller des fois checker les appartes qui viennent nettoyer aussi pour voir si tout est OK, quoi. Ok. J'avais noté. Comme on dit. Hein? La confiance n'exclut pas le contrôle. Exactement. C'est hyper important de checker ce qui se passe. Qu'est-ce que j'avais noté? Donc, t'es passé en 4 mois, 20 logements, etc. Tout ce qui est, comment dirais-je, réponse aux voyageurs, c'est toujours toi qui le fais? Parce que 25 logements, ça commence à faire pas mal de... Enfin, j'imagine qu'il y a des périodes plus difficiles que d'autres, mais notamment le soir. Comment ça se passe le soir, les problèmes, le week-end? Qui c'est qui répond aux messages? Est-ce que tu as mis en place de l'IA ou pas? Est-ce que tu as délégué cette partie-là à des personnes, on va dire, compétentes? Comment? Oui. Non, pas encore. Pour le moment, là, j'ai en plus encore 5 logements qui arrivent, donc je vais être bientôt à 35 logements là, sur juin. Pour le moment, non, c'est toujours moi qui réponds. J'ai mis en place beaucoup de messages automatiques. Donc, ça me permet aussi de gagner du temps. Quand j'ai des questions qui sont récurrentes sur un appartement, je mets en place des réponses automatiques où je change aussi ma communication dans mon annonce ou mes messages, etc. aussi pour plus avoir la question. Mais c'est la prochaine étape. On va dire que voilà, là, j'ai mis en place en fait tous mes logements. Il a fallu que je sois hyper réactive sur la mise en place des logements. Bien sûr. Là, on arrive sur l'intersaison. Je suis dans l'objectif d'automatiser, d'optimiser et de gagner du temps. Et comment y arriver? Donc, la question de l'IA arrive justement en ce moment. Voilà, j'y réfléchis. Ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même bien abouti. Nous, avec Guest Lucky, on le propose, mais en fait, dans la version, effectivement, Channel Manager, pour qu'on puisse être connecté, effectivement, aux différentes plateformes. Parce que je sais que toi, aujourd'hui, alors, justement, ça, c'est intéressant aussi de parler de ça. Tu n'utilises pas de Channel Manager. Et pourquoi? Non. Parce qu'en fait, tu utilises que Airbnb, si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais, alors, je travaille qu'avec. Est-ce que tu peux un peu développer? Oui, pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'avec Airbnb, il y a quand même AirCover. Donc, c'est l'assurance Airbnb, ce qui fait que s'il y a une dégradation dans le logement, généralement, 98% des voyageurs, ce n'est pas leur faute, donc ils ne souhaitent pas payer. Donc, on a quand même la possibilité d'envoyer vers AirCover pour que la dégradation soit prise en charge par Airbnb. Ça rassure beaucoup au niveau des propriétaires. C'est souvent un argument qu'on a et ça rassure énormément. Alors qu'avec les autres plateformes, il faut prendre une caution. C'est un peu plus compliqué, on va dire. Voilà.
Et la deuxième solution, qui pour le moment marche encore, c'est que les frais de plateforme sont partagés entre le voyageur et le propriétaire. En tout cas, nous, c'est ça qu'on a mis en place. Donc, c'est plus rentable pour le propriétaire puisque lui, il a environ 3% à sa charge et les 15% restants sont payés par le voyageur. Donc, du coup, c'est un argument en tout cas, moi, ça a été pour moi, du moins, un argument quand tu commences à se dire, ils vont pas être prélevés tout de suite de 15 à 18% de frais de plateforme parce que c'est partagé entre les deux, entre le voyageur et le propriétaire. Et ça a beaucoup fonctionné, du coup, quand j'ai rentré. C'est vrai que c'est un argument commercial, mais tu le sais aussi que dans la réalité, parce que là, en fait, tu fais allusion au fait que dès qu'on connecte à un channel manager, effectivement, on passe automatiquement à la commission, on va dire, haute, uniquement, à 15,5. Mais la réalité, c'est que le prix payé, c'est bien le voyageur qui va le payer. Et si le propriétaire veut toucher la même somme que s'il était en frais partagés, il suffit juste d'augmenter le prix de base, qui de toute manière aura été forcément payé à 15% plus cher par le voyageur, puisque le propriétaire, lui, est à 3%. Donc, de base, en fait, Airbnb aurait augmenté forcément entre 14 et 17% le prix pour prendre la commission sur le voyageur. Alors que là, quand tu es en frais uniquement avec le propriétaire, en fait, dès le départ, tu montes le prix pour que le propriétaire puisse quand même toucher l'argent qu'il aurait souhaité toucher son logement. Mais j'entends que commercialement, quand en fait tu expliques les choses, le propriétaire va se dire ouais, génial, grâce à elle, je suis qu'à 3%. Par rapport à d'autres conciergeries, du coup, c'est quand même un atout que tu mets en avant et c'est là que tu te démarches. Et c'est là aussi où il faut bien connaître ton marché parce que nous, c'est une vallée avec énormément de logements secondaires. Donc, il y a énormément de location. Donc, en fait, c'est que si tu commences à être comme les autres conciergeries, à augmenter ton prix de 15%, etc., tu ressors pas spécialement du lot, en fin de compte. Donc, en appliquant cette technique, ça permet de pouvoir avoir des tarifs qui sont peut-être à peine plus bas et du coup, de louer davantage. Donc, c'est aussi, ça dépend du marché, ça dépend de ta ville. Je pense aussi à adapter, en fait. Ouais, c'est vrai, ça dépend de ta ville aussi. Et justement, est-ce que c'est des logements que tu as à l'année ou tu as vraiment plus des périodes où ils te les donnent et après 10 ans, là, je récupère le logement ou c'est vraiment à l'année, quoi? Non, je prends que des logements à l'année. Ok. Donc, si c'est que pour une certaine période, et ça dépend aussi parce que du coup, j'ai un peu aussi cette contrainte, c'est que moi, les propriétaires viennent dans leur logement. Ah. Parce que c'est des logements secondaires. Donc, c'est-à-dire c'est des logements qu'ils ont achetés pour en profiter. Mais en dehors de leur période, en fait, ils le mettent à la location. Donc, je sélectionne aussi les logements et les propriétaires en fonction de ça. J'ai des périodes où je sais que je vais beaucoup louer. Nous, la semaine de Noël, Nouvel An, les vacances de février et les vacances d'été, c'est les grosses périodes. Bien sûr. Donc, si la personne me dit sur ces semaines-là, on va venir 4 ou 5 semaines, c'est pas rentable pour moi de le prendre, donc je le prends pas. Donc, on est d'accord pour dire que qu'Airbnb, comme quoi, il n'y a pas besoin forcément que d'un autre channel manager, d'une autre OTA, d'une autre plateforme de réservation, pardon. On est d'accord pour dire que je vais y arriver, qu'Airbnb est suffisant pour prendre des réservations. Ah oui, et puis au fait du aussi, le dernier argument, c'est que du moment aussi où tu passes par diverses plateformes, Airbnb généralement n'aime pas trop non plus. Donc souvent, quand tu vas bloquer des dates sur le calendrier, il va te faire un petit peu reculer au niveau de l'algorithme, etc., de reculer dans les résultats de recherche, que quand tu passes exclusivement par Airbnb, ça c'est aussi une force que j'ai à travers ma conciergerie. Je leur ai expliqué à mes propriétaires que le fait de passer que par Airbnb, ça favorise aussi l'algorithme et ça favorise aussi le fait qu'on te mette en avant dans les résultats de recherche. Bien évidemment, parce qu'en fait, tout ça est algorithmique dans le sens où si tu joues, en fait, c'est même pas que ça a été comment dirais-je, fait de la manière que si tu bosses avec Booking, on va te mettre une pénalité. C'est pas ça. C'est que c'est l'inverse en fait. C'est que plus tu prends de réservations, plus en fait l'algorithme voit qu'il y a de l'interaction sur ton annonce et donc plus il va te monter dans l'algorithme. Mais si effectivement tu joues la carte, je suis sur d'autres plateformes, quelqu'un qui va demander par exemple du 15 au 18 et que tu es déjà pris sur Booking, tu ressortiras pas. Donc en fait, naturellement, l'algorithme va se dire beaucoup moins d'interaction sur l'annonce. Pourquoi? A priori, c'est que le calendrier est bloqué, elle répond pas aux demandes. Beaucoup moins d'interaction, beaucoup moins de demandes, donc beaucoup moins de référencement. C'est pas comme quand si ton calendrier est tout le temps ouvert sur Booking, sur Airbnb, pardon, il va se dire, effectivement, il y a énormément de demandes sur plein de dates sur cette annonce, donc je la monte
au niveau de l'algorithme. C'est assez simple à comprendre, en fait. Oui. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est pas le fait que tu le mettes sur Booking qui fait qu'il y aura une pénalité. C'est le fait que, du coup, ton calendrier va être moins ouvert. Donc, moins de demandes, moins d'interactions. Donc, on va dire un référencement moins bon qu'une autre annonce qui est uniquement sur Airbnb. Voilà. Et honnêtement, je travaille qu'avec Airbnb et je remplis très bien mes logements. J'ai pas besoin d'avoir d'autres plateformes. Ouais, moi, c'est pareil, je fais que du Airbnb aussi. Oui, voilà, très ponctuellement, ça m'arrive de l'en faire, mais du Booking, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ah ouais, franchement, je trouve que c'est très bénéfique. Et puis c'est simple, c'est fluide. Je trouve que voilà, moi Airbnb, aucun regret sur ce choix-là. Ça a été une grande question au démarrage. J'ai écouté beaucoup de podcasts, donc beaucoup de podcasts par rapport à toi et la formation, etc. Et non, j'ai pris cette décision et franchement, je ne regrette absolument pas aujourd'hui et ça fonctionne très bien comme ça. Ah ouais, moi j'ai toujours été j'ai pas de part dans Airbnb, mais c'est vrai que j'ai toujours été un adepte Airbnb, déjà par le concept même de la plateforme, qui est vraiment orienté aujourd'hui courte durée, qui a vraiment réfléchi à tous les besoins, on va dire, des voyageurs, contrairement à Booking, qui est quand même un peu moins, même s'il y a une tendance de fond de changer tout ça, mais quand même, le vrai leader aujourd'hui, le vrai porteur, c'est Airbnb, et les réservations se font principalement sur Airbnb, contrairement à ce que je peux lire parfois, où la Booking est la plateforme numéro 1, oui, numéro 1 par rapport à tout ce qui est hôtelier et tout ce qui est courte durée. Donc, ce qu'on entend là-dedans, c'est aussi les hôtels. Mais si tu prends que la courte durée au sens meublé de tourisme, c'est Airbnb en fait qui ressort en premier. D'ailleurs, c'est pas par hasard que beaucoup de personnes ont un lapsus qui est je vais réserver mon Airbnb. Tu vois, oui, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, c'est dans les mœurs, tu vois. C'est sûr. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, oui, mais moi, je réserve que par Booking. J'ai plus beaucoup de réservations sur Airbnb. Mais au fait, ça devient, je trouve, moi, un cercle vicieux parce que plus tu vas réserver sur Booking, plus Booking va te mettre en avant. Mais du coup, Airbnb te va faire reculer dans ses résultats de recherche. Oui. Donc, voilà. Après, je dis pas que c'est la meilleure solution. Chacun peut adapter en fonction de ce qu'il recherche. Bien mais sûr. En tout cas, pour moi, c'est celle qui correspond le mieux. Et aujourd'hui, je n'ai absolument pas de regrets. Et peut-être que ça évoluera avec le temps, parce qu'il faut toujours se tenir au courant de ce qui se passe, du marché et des évolutions possibles. Mais pour le moment, en tout cas, pour moi, c'était la meilleure solution de rester sur Airbnb. Donc là, on est en 2026, donc ça va faire finalement qu'une année que tu exerces. Même pas une année, en fait, finalement, même pas un an, quoi. Donc déjà, ça fera un an, juin. 25, 30 logements? Là, je suis à 30 logements et j'en ai encore 5 qui arrivent. Ouais. Donc, on va dire 30-35 logements en même pas un an. C'est quand même un beau score. Et puis, félicitations aussi parce que voilà, ta situation personnelle est… alors, je sais qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup mieux, mais a été compliquée, difficile. Bon, comme beaucoup de gens, de toute manière. Hein, on a tous des histoires un petit peu de vie, un petit peu différentes chacune, mais toujours avec des problématiques à gérer. Donc là, c'est vrai qu'avec 2 enfants en bas âge, c'est vrai que ça rajoute une couche de complexité à ça, mais comme quoi c'est bien possible, tu le démontres largement, et puis en plus, tu le fais sur une ville. Il y a combien de kilomètres entre les deux? 500 kilomètres. Ah, 500, donc tu vas comment en voiture? Ouais, toutes les semaines, je fais le trajet. En plus, c'est de la fatigue. Et oui, mais bon, ça va que je suis quelqu'un d'hyper dynamique, alors je m'arrête rarement, donc ça me va bien, mais oui, faut être vraiment bien organisé et c'est un sacré challenge, mais c'est chouette. Et comme quoi ça fonctionne. Et toi, ça te plaît, j'imagine? Je te sens épanoui quand tu m'expliques tout ça. Ah oui, oui. Ouais. Ouais, je suis super contente d'avoir passé le cap, d'avoir lancé mon entreprise. Pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Et voilà, là, je vais attendre que la conciergerie, tout se stabilise, que les derniers biens rentrent, que tout soit bien lissé. Et après, j'ai d'autres projets derrière, je m'arrêterai pas là. Donc 2026, donc on est dedans là, on est déjà au mois de mai, donc c'est pas qu'on est rendu à la moitié, mais on a bien entamé quand même l'année. Donc là, si j'ai bien compris, l'objectif c'est d'automatiser un maximum, donc peut-être tout ce qui est IA sur les messages, mais je pense aussi peut-être à la facturation, parce que j'imagine que tu vas passer un petit peu de temps là-dessus aussi. Voilà, si je t'en parle, tu vas me maudire. Pour le moment, c'est le gros point. Là, c'est vraiment le gros point sur lequel il faut que je travaille. Parce que pour le moment, je fais manuellement. Manuellement, avec des logiciels sur l'ordi. Mais je passe 2 jours à faire mes factures. Oui, alors qu'on pourrait passer que quelques heures. Exactement. Mais comme je t'ai dit, pour le moment, j'allais au plus pratique. Il fallait que mes appartements, il fallait que ça tourne. Je suis arrivée et mes 20 logements étaient prêts pour la saison d'hiver et il fallait que je recrute. C'est la plus grosse saison de l'année. Nous, on fait 4 mois plein.
Donc, c'était très tendu. Donc là, la facturation, c'est un autre point. Voilà, je vais automatiser et ça, c'est sûr et certain, il faut que je gagne du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des demandes naturelles ou est-ce que c'est toi qui fais une prospection particulière ou ça tombe régulièrement, tu as de la demande tous les mois Moi, je prospecte plus du tout. Ouais. Non, je prospecte plus du tout. C'est Tu refuses même. Mais je refuse, mais je pense des dizaines par semaine. Écoutez bien, elles refusent. Pour ça, quand certains me disent ouais, mais il y a trop de conciergeries. Non, mais les conciergeries déjà en place, elles refusent. Donc, il y a de la place. Non. Je pense qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir encore 10 conciergeries qui se montent. Il y aurait encore du travail pour tout le monde. Voilà. Mais c'est le marché aussi qui veut ça parce qu'il il y a énormément de logements secondaires. Voilà, c'est sûrement différent dans une grande ville. Je veux pas le dire, j'ai pas ce recul. Moi, je suis vraiment spécifique. Mais non, j'avais pendant presque 6 mois, j'ai eu 0 demande. J'avais rien. Je trouvais personne. J'ai eu 30 logements en un an et maintenant, je refuse des dizaines de demandes par semaine. C'est impressionnant. C'est incroyable, c'est incroyable. Et c'est fou ce que tu dis là, parce qu'effectivement, au début, tu n'as rien. Tu te poses même limite la question, est-ce que ça a marché? C'est ça. Ouais. Et puis 6 mois après, arrêtez avec les logements, j'en ai trop. Ouais, et en plus, j'ai sélectionné mes logements. C'est-à-dire que si j'avais accepté toutes les personnes qui m'ont contacté, j'aurais 80 logements aujourd'hui, vraiment. Ouais. Mais moi, je me suis vraiment spécifiée dans une branche où j'ai pris que du logement neuf ou totalement rénové. Voilà, donc mon but, c'est vraiment de rester dans cette gamme-là. Je compte m'arrêter à 35 logements. Je ne veux pas nécessairement me développer plus parce que je veux garder une conciergerie de proximité et avec un service de qualité. Donc voilà. Et parce qu'on a une vallée qui est spécifique et que le ménage, c'est très compliqué, la blanchisserie, c'est compliqué. Donc, j'ai pas envie non plus de partir dans des 60 logements, mais j'ai d'autres projets de développer sur Besançon, qui est ma ville actuelle natale, et d'autres projets, de peut-être mettre aussi en place un locker pour tout ce qui est bagages, en fait, parce qu'il y en a pas du tout dans la vallée. Voilà. Il y a d'autres projets, mais je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Je préfère développer plusieurs sociétés. Mais voilà, chaque chose en son temps. La conciergerie déjà et la suite. Puis ce qui est bien, si tu veux, avec la conciergerie, c'est qu'en fait, c'est la porte ouverte finalement à pas mal d'autres business possibles. Parce que c'est du service, mais aussi bien pour les voyageurs que pour les propriétaires. Donc finalement, tu as 2 profils complètement différents. On va dire 2 avatars clients complètement différents. Et donc finalement, on peut travailler d'autres projets effectivement autour de ça et tu as déjà des clients finalement qui sont prêts, tu as juste à les travailler avec d'autres choses en fait. Et c'est ça que je trouve bien avec la conciergerie, c'est du service. C'est ça qui m'avait vraiment plu au départ. Et puis vraiment, on a accès à une clientèle, on va dire, assez variée au quotidien. Et donc, il y a possibilité effectivement de pas mal s'amuser, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, parce que moi, je vois l'entrepreneuriat un peu comme une forme de jeu, un jeu en grandeur réelle. Et il faut le voir comme ça d'ailleurs pour vraiment toujours avoir cette envie d'entreprendre. Et tu me disais que tu allais faire aussi la sous-location, ça c'est pour 2026, c'est ça? Je pense peut-être, alors soit fin 2026 ou 2027. En tout cas, là, le but c'est déjà d'arriver à faire que la conciergerie soit vraiment tourne, que tout soit automatisé, que tout soit OK et que de mon côté, j'ai vraiment qu'à chapeauter, on va dire, la conciergerie. Et après, faire ce système de sous-location sur Besançon, qui est une grande ville, donc complètement différent de là où je suis actuellement sur Briançon. Et notamment, développer d'autres projets. Je trouve que quand tu commences à entreprendre, en fait, et que ça marche, quand tu as cette fibre-là, tu as envie, en fait, de développer d'autres choses. Tu as envie d'aller encore ailleurs. Tu as envie de te lancer de nouveaux challenges, de nouveaux projets. Oui. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Et notamment aussi, j'ai eu la chance, j'ai démarché aussi des agents immobiliers quand j'ai commencé aussi la conciergerie. Et comme quoi, la vie fait bien les choses. J'ai extrêmement bien accroché avec une agence immobilière de la vallée qui est très réputée. Et aujourd'hui, je fais aussi de l'immobilier à côté avec cette agence immobilière. Génial. Voilà, donc comme quoi, en fait, des rencontres font que ça te fait évoluer sur d'autres projets, sur d'autres choses. Et donc voilà, l'objectif de 2027, ce serait développer cette fameuse sous-location à Besançon et vraiment m'orienter à fond aussi dans le côté immobilier sur Briançon. Ouais, génial, c'est un beau parcours. Tu dois être fier de toi, j'imagine. Et puis c'est vrai qu'on peut être fier de toi parce que c'est quand même juste incroyable en l'espace même pas d'un an. Est-ce que toi on peut dire que la formation, l'accompagnement, est-ce que ça t'est pour toi game changer ou est-ce que tu y serais arrivé seul de toute manière? Enfin, comment ton ressenti?
Seul, je dirais que quand tu as vraiment envie d'y arriver et que tu te donnes les moyens, tu finis toujours par y arriver, mais je pense que tu ferais des erreurs que là, tu fais pas à travers la formation parce que tu as déjà les réponses aux questions que tu peux te poser. Ouais. On a quand même un sacré suivi. Dès que tu as une question, on y répond. Oui. Moi, je sais que le vendredi, je fais la route. J'ai 5 heures de route tous les vendredis. J'écoute tous les podcasts que tu fais de la semaine, les ateliers que tu fais à travers le school. Et c'est comme ça aussi que je me suis formée sur la route. En fait, en faisant les allers-retours, je faisais la formation aussi dans ma voiture. Et en fait, c'était hyper bénéfique. Et très honnêtement, on est encadré, on est toujours au courant des nouvelles choses qui arrivent. En fait, pour moi, c'est une source d'inspiration et ça te forme en fait sur tout. Et t'es tout au courant. Et je trouve ça génial. Je trouve ça franchement, on est une super communauté. Tu peux y arriver, mais je trouve que d'être formé et accompagné, ça t'aide à aller plus vite. Oui, c'est et un booster. Ça te permet de rester vraiment aussi au courant de tout ce qui se passe actuellement. Et non, franchement, c'est génial. Pour rien au monde, je regrette. Au contraire, je recommande même. Ok, c'est gentil. C'est cool. Merci. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question également? On va parler un petit peu effectivement des projets, on l'a déjà vu. Est-ce que tu aurais des conseils à donner ou des erreurs que tu aurais faites, toi, qu'il ne faudrait pas faire parce que, en fait, les questions qu'on a souvent dans les personnes qu'on accompagne, c'est est-ce que ça marche toujours? Est-ce qu'il y a de la place? Ou alors, c'est comment je vais trouver mes premiers clients? Je ne trouve pas, j'y arrive pas. Ou alors des personnes qui se sentent pas légitimes, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont jamais fait ça, comme tous ceux qui se lancent de toute manière, et elles se disent mais le jour où je vais être face au propriétaire, j'ai toujours pas mon personnel de ménage. Parce que il y a aussi des personnes, si tu veux, qui vont passer énormément de temps sur le site internet, sur comment ça trouver du personnel, sur tout finalement l'opérationnel, mais jamais ils vont en fait sur la partie prospection. Et moi je leur dis mais allez sur la prospection. Et quand vous trouverez le premier client, là, on verra comment organiser, on trouvera le personnel de ménage, on verra comment mettre en place peut-être un chat manager ou un outil de gestion, peu importe. C'est pas la top priorité, quoi. Quel conseil tu pourrais donner, toi, justement, ton retour un petit peu au départ, parce que tu as été confronté à ça aussi, quoi. Ah bien sûr, oui. Moi, je trouve en fait ce qui t'apprend sur le tas. Clairement, il n'y a pas de meilleur conseil. Tu t'envisages des choses et en fait, tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu avances, il y a des choses qui vont changer. Tu n'auras pas la même organisation si tu as 5 apparts que si tu en as 30. Donc, en fait, au fur et à mesure que tu vas avancer, il y a plein de choses que tu vas remodifier, des choses que tu vas faire différemment pour gagner en temps, pour optimiser. Et en fait, surtout, c'est de se dire qu'il faut garder espoir et que tu vas y arriver. Du moment où tu as envie, du moment où tu te donnes les moyens, tu vas y arriver. Mais pour ça, il faut aussi aller sur le terrain. Il faut aller à l'avant des propriétaires. Il faut aller démarcher. Et ça va pas venir tout seul, en fin de compte. Moi, si le levier du co-hôte sur Airbnb, ça a été un énorme lancement aussi pour avoir mes premiers clients. Mais des erreurs, on en fera, on en fait tous, et c'est de ces erreurs-là que tu vas apprendre pour la suite, en fait. Et il faut y aller, et des fois, même s'il faut, alors je dis pas qu'il faut mentir, mais si on te dit, mais est-ce que vous avez des équipes de ménage avec qui ça se passe bien? Est-ce que vous leur faites confiance? Faut leur dire, peut-être que tu les auras pas tout de suite avec toi, mais leur dire, oui, tout se passe bien, on a de bonnes équipes, tout est OK, et derrière, trouver tes personnels de ménage, parce que si tu commences à dire à tes propriétaires, j'ai pas encore mon personnel de ménage, ou je suis pas encore à l'aise, ou tu te sens pas légitime, c'est mort. Tes propriétaires, ils te font pas confiance. Donc, c'est pas moi, je déteste mentir, je suis très nulle en mensonge, en plus, ça se voit tout de suite. Mais c'est juste de montrer que tu as confiance, en fait, en ton projet, tu as confiance en toi. Confiance en toi. Voilà. Et que tu vas leur prouver qu'en fait, comme on me dit toujours, c'est eux qui ont besoin de toi. C'est pas toi qui as besoin d'eux. En fait, au début, c'est toujours ça que je me disais. C'est moi qui ai besoin d'eux parce que sans eux, j'ai pas de salaire. Sans eux, je vais pas réussir à élever mes enfants et tout ça. Et en fait, c'est l'inverse qu'il faut penser. C'est que si eux, ils ne t'ont pas, en fait, c'est eux qui sont dans la galère. Donc, en fait, c'est eux qui ont besoin de toi et c'est pas toi qui as besoin d'eux. Et de penser comme ça change toute ta façon d'approche client. Voilà. Et aujourd'hui, ça m'arrive. Aujourd'hui, je sors d'ailleurs mon premier appartement avec qui ça se passe mal. Et j'aurais jamais fait ça avant. Je me serais jamais dit, je vais sortir un propriétaire. Mon Dieu, je les ai acquis, je vais pas les enlever. En fait, il y a un moment donné, tu sais en fait que quand tu as des dizaines de demandes par semaine, tu te dis demain j'en sors un, je sais que j'en ai un autre qui arrive. Donc c'est de se dire non, je prends des profils de qualité pour justement être plus sereine de mon côté. Et en fait, ça change tout. Ça change tout.
Ouais, je suis complètement d'accord avec cette analyse-là. C'est pour ça qu'on crée ces entreprises-là. Si un jour vous créez une entreprise qui répond à aucun problème et qu'il y a personne qui a besoin de vous, bah, ça marchera pas, tout simplement. Pourquoi ça marche? Parce qu'on sait derrière qu'on a besoin de gens comme nous pour pouvoir s'occuper, piloter nos logements sur de la courte durée. Parce que la courte durée, aujourd'hui, ça c'est quand même complexifié. C'est plus juste faire des photos, créer son annonce, ça va bien plus loin que ça. D'ailleurs, une petite question au passage, le revenu management, c'est toi qui le fais? Tu utilises des outils, du Pricelab, du RDNA, tu fais comment? Moi, j'utilise Beyond. Ouais, bien, ok. Ouais, et c'est moi qui le fais, du coup, Ouais, et c'est génial. Franchement, pareil, pour rien au monde, je le rechangerais. C'est top, ça te permet aussi de gagner du temps, ouais, je trouve voilà, de pouvoir. Alors, j'ai toujours un œil sur ce qui se passe, hein, parce que par aussi ma connaissance du marché, ça m'arrive de remodifier des choses. Mais c'est un gain de temps énorme. Honnêtement, alors c'est un investissement certes, mais je trouve que c'est un gain de temps énorme. C'est génial. ouais, Donc, non, c'est clair. C'est un gain de temps, puis c'est aussi quand même la possibilité de gagner plus aussi, parce qu'on n'est pas devant. Même si après tu connais bien ton marché, tu verras aussi, là c'est la première année, donc tu as l'impression de bien connaître, et c'est le cas. Mais le marché va aussi bouger dans les années à venir, puis peut-être qu'il y aura des anomalies de marché qui vont arriver l'année prochaine. Et si toi, tu restes dans ton truc en disant « Ah, mais je sais, moi, le mois de février, faut mettre 98 € pour que ça marche. » Bah non, peut-être que le mois de février, ce sera 87 €. Tu vois, parce que ça va bouger. Pour tout un tas de raisons. Et c'est ça qui est bien avec ces outils-là, c'est que c'est quand même des indicateurs de ce qui se passe sur le marché, quoi. Puis quand tu commences à avoir beaucoup de logements, c'est compliqué aussi de tout faire manuellement. Enfin, tu loupes quelque chose. Je trouve que non, et puis des fois, tu vas te dire, ah, tiens, j'aurais mis ce prix-là, et lui, il te propose un autre prix. Donc, des fois plus bas, tu dis, bon, bah, ok, on va l'écouter. Et en fait, des fois, ça marche parce que c'est comme ça que tu vas permettre de remplir tes appartements. Et à l'inverse, des fois, tu me dis, bah, j'aurais pas mis aussi cher. Bon, on va voir ce que ça donne. Et des fois, ça fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, en fin de compte, tu as beau avoir un recul. Après, moi, ça fait qu'1 an que j'ai la conciergerie. Mais comme je t'expliquais, mon conjoint avait déjà des appartements sur la vallée avant que j'ouvre ma conciergerie. Donc, j'avais déjà ce recul-là parce que je gérais déjà ces appartements auparavant. Donc, j'avais déjà quand même ce recul-là sur le marché. Mais pour moi, c'est extrêmement bénéfique d'avoir quand même un logiciel qui t'aide sur cette partie-là. On est d'accord pour dire aussi que la conciergerie, c'est quand même là un moyen de démarrer une activité, on va dire, entrepreneuriale, en démarrant finalement de pratiquement rien, quoi. T'as pas besoin de grand chose, pas beaucoup d'investissement, si ce n'est effectivement peut-être une formation là-dessus. Mais moi, c'est ce que je dis tout le temps. Une formation en accompagnement, c'est aussi quelque part personnel. Parce que moi, ce que je dis aussi, c'est que il y a quand même un cap entre passer salarié et entrepreneur. C'est quand même, on réfléchit pas pareil, je trouve. Oui, on n'a pas les mêmes logiques financières. Ah bah oui, après là, tu sais que quand c'est ton entreprise, tu bosses pour toi. Donc, quoi qu'il en soit, tu vas te donner les moyens d'y arriver parce que tu travailles pour toi, tu t'enrichis toi, enfin, t'enrichis ton entreprise, mais tu travailles pas pour enrichir quelqu'un d'autre. Donc, déjà, je trouve, t'as une approche qui est complètement différente. Après, il faut passer le cap, entre partir du salariat et aller à l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup, comme tout le monde, c'est stressant. T'as plus de salaire qui vient tous les mois. Des fois, après, pour des achats, des prêts, des choses comme ça, c'est différent. Enfin, voilà, il y a des grosses réflexions. Et puis, il faut savoir s'organiser dans son travail. Parce que tu travailles pas de 9h à 17h, quoi. C'est-à-dire que tu travailles tout le temps. C'est à toi de te faire ton cadre après, ton planning. Mais c'est un sacré challenge. Mais c'est hyper bénéfique. Enfin, je trouve ça tellement, tellement génial, en fait, de pouvoir faire comme tu l'entends, quoi. Ouais, et puis alors c'est important aussi, je voudrais l'aborder aussi dans cette vidéo, c'est un autre piège qui peut te guetter toi, qui m'a guetté aussi et qui guette plein de gens, c'est en fait de se recréer un deuxième emploi déguisé. C'est-à-dire que en fait, tu as l'impression d'être entrepreneur, mais finalement, tu te rends compte que ta boîte, elle dépend que de toi. Si tu n'es plus là, bah, tout s'écroule et c'est terminé. Et là, indirectement, bah, tu es encore de nouveau salarié de ta propre entreprise. Et ça, donc, il y a des steps, il y a des étapes à passer. Donc, au début, je comprends qu'on mette la main au fourneau, que les mains dans le cambouis, comme je dis souvent. Mais à un moment donné, il va falloir retirer les mains du cambouis et plutôt dire à quelqu'un, c'est toi qui vas les mettre, les mains dans le cambouis. Et moi, je vais surveiller ce que tu vas faire. C'est ça. Il y a aussi et je pense qu'il faut. Ouais, il faut, il y a des cas. Si
tu fatigues aussi, hein. Et on se dit, le burn-out, c'est pour les autres, ou moi, ça m'arrivera pas, je veux pas être comme ça. Mais il y a des fois, ton corps, au bout d'un moment, il lâche, en fait, parce que tu es fatigué, tu peux pas être partout, on n'est pas des robots. Et il faut savoir aussi se mettre un cadre et se dire, bah voilà, cette partie-là, je délègue. À partir de telle heure, j'arrête de travailler parce qu'il me faut aussi du temps pour moi, pour ma famille, pour mes amis, pour tout le reste. Et d'arriver à trouver, en fait, cette organisation, c'est pas toujours simple au début, mais il faut se l'imposer. Sinon, tu peux risquer de couler et de pas t'en sortir. Mais du moment où t'es rigoureux dans ton travail et que tu t'organises, très honnêtement, ça se passe super bien. Ouais, c'est ça. Et puis, juste pour terminer cette analyse-là, c'est qu'aussi, dans ce piège-là, il y a aussi le côté lucratif, le côté financier. Et quand on voit les sous rentrer, on se dit, bah, je me les prends, quoi. Tu vois, je me prends les sous. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous entreprenez, on fait pas un sprint, on fait un marathon, dans le sens où je comprends qu'on se le prend pour soi, mais il faut aussi accepter qu'une partie va servir à structurer l'activité. C'est ça. Soit investir dans des outils performants, soit dans de nouvelles formations, peut-être sur autre chose, ou alors prendre des personnes qui peut-être au début sont pas, comment dirais-je, rentables entre guillemets, c'est-à-dire que malheureusement elles sont une vraie charge pour nous au départ, mais en se disant voilà, dans le plan de croissance de la boîte, bah, au début effectivement c'est une vraie charge parce que j'ai rien en retour réellement, mais en fait peut-être qu'au bout de 1, 2, 3 mois, bah, elles seront tellement performantes qu'elles vont pouvoir récupérer telle mission et telle mission. Et là, ça y est, là, l'argent qu'on a mis en fait en investissant sur ce recrutement-là, bah, c'est des personnes qui me font croître l'entreprise. Parce qu'il faut pas oublier que quand on sort, on va dire, de la production et de tout ce qui est opérationnel, bah, c'est du temps que toi, tu as pour réfléchir et dire, attends, ma boîte, est-ce que je pourrais pas faire comme ça? Toi, et avoir plus le nez finalement sur la partie financière. La partie analyse et se dire bah ok, maintenant je peux analyser le marché, les concurrents, ou même autre chose, avoir, comme là tu disais, tu as rencontré des gens super sympas qui sont agents IMO, ça peut être participer à d'autres rencontres comme ça, parce que tu auras du temps pour les rencontrer, ces gens-là, et c'est du temps que tu passes au restaurant ou tu vois, et ce temps-là, faut se l'accorder. C'est ça, donc du temps pour toi, pour te faire plaisir. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui suis très sportive, habitant à la montagne. Bah, voilà, j'aimerais bien gagner du temps pour aller skier, pour aller faire plus de randonnées, ces choses-là. Et comme je te disais tout à l'heure, en fait, t'apprends au fur et à mesure du temps qui s'écoule, au fur et à mesure, voilà, des années, etc., à changer en fait des fonctionnements que tu avais mis au départ pour gagner en temps. Et c'est ce que je te disais. Là, moi, ces derniers mois, j'ai été vraiment sous l'eau pour vraiment que tout soit mis en place. Et là, je suis vraiment dans une réflexion différente pour gagner du temps, pour gagner différemment et du coup, indéniablement, gagner de l'argent. Mais du coup, tu es obligé des fois passer par justement investir dans des choses, du personnel ou des formations, des choses comme ça, pour gagner ce temps-là, en fait. Mais pour moi, c'est indéniable. Tu es obligé de passer par là à un moment donné. Si tu veux évoluer, tu es obligé de passer par là. Donc, c'est pas vraiment, au final, un investissement. C'est bénéfique, en fin de compte. Ça va être une charge sur le moment, mais derrière, ça va te faire gagner un temps tellement incroyable que c'est du temps que tu vas gagner pour toi ou c'est de l'argent que tu vas gagner derrière. Donc, en fin de compte, c'est important de passer par là. Ok. Donc toi, typiquement dans ton cas, tout ce qui a été création de site web, etc., ça a été un petit plus, mais ça n'a pas été forcément c'est pas ce qui a été le game changer pour toi, on va dire. C'est non, vraiment. pas totalement. Ça a été un plus quand même, et c'est important d'être quand même visible à travers le les Google, réseaux etc. sociaux. Voilà, les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça qui a été le plus impactant, en tout cas dans le fait d'avoir des nouveaux propriétaires, mais c'est bien de l'avoir quand même et puis de rester quand même visible avec ce site internet parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Si demain, je sais pas, je m'associe avec quelqu'un ou je trouve une personne de ménage à temps complet que j'embauche, peut-être que je pourrais évoluer encore au niveau de la conciergerie, tu sais jamais. Donc il faut quand même toujours rester à l'affût de ce qui peut se passer et pouvoir toujours avoir un site internet qui tient la route, des réseaux sociaux qui tiennent la route, avoir une bonne réputation sur ta ville, etc. Donc, je recommande quand même de le faire parce que ça m'a quand même apporté des contacts. Et est-ce que tu sens un changement dans la relation avec les propriétaires? Est-ce que tu sens que les propriétaires sont un peu plus demandent plus de rentabilité ou sont un peu plus exigeants, ou c'est quoi le profil des propriétaires? Eux, c'est plus vraiment pour faire un revenu en plus, ou alors ils disent vu que le logement il est vacant, autant qu'il serve à quelque chose. C'est
C'est quoi un peu le Bah, profil des j'ai propriétaires? les deux. Ouais, J'ai le profil investisseur qui, lui, il veut de la renta. Il a acheté, il vient même pas dedans. ouais, Il a acheté pour que ce soit rentabilisé et que par la suite, il revende, etc. Et que voilà, ça se rembourse tout seul enfin, voilà, que ça se rembourse tout seul et qu'il n'y ait rien à faire. Et j'ai vraiment le profil, c'est des personnes qui ont acheté, ils viennent de temps en temps dedans et eux, ce qu'ils veulent, c'est juste que ça remplisse leur charge, que ça ouais, rembourse leur emprunt et leur charge. Et s'ils font un petit peu de bénéfice, c'est bien. Donc, ce ouais, genre de profil, c'est génial parce que tu n'as pas de pression ouais, à c'est te ça. dire, il faut que je leur fasse gagner de l'argent, de l'argent, de l'argent. Non, parce que eux, voilà, il faut que ça rentre dans leurs frais et ça, c'est chouette. Et après, tu as quand même certains profils, qui vont vouloir de la renta, de la renta, de la renta. Mais ceux-là, je les ai un petit peu moins. Voilà. Puis c'est moi le profil de la vallée. Moi, c'est vraiment des logements secondaires où ils viennent profiter eux et en dehors de leur période de location, ils le mettent justement en location courte durée. T'es un peu mise en concurrence, tu le sens, toi, quand ils viennent te voir, ou ils passent très vite avec toi, le courant passe tout de suite, ou tu sens Bah, qu'ils jouent un peu la concurrence? Mais moi, je leur dis, je suis la première à leur dire, Ouais. mais voyez d'autres Ah ouais, conciergeries, en fait. génial. Allez voir ce qui se passe aussi ailleurs. C'est important parce qu'au final, il y a une vraie relation de confiance. Donc, il faut qu'il y ait un super feeling avec la personne à qui vous transmettez votre logement. Et puis, voir ce qui vous correspond le mieux. Nous, on n'a qu'une formule, on fait du A à Z. C'est-à-dire qu'on gère l'appartement en totalité. On propose que cette formule-là. Il y a des personnes qui vont rechercher juste la partie ménage. Ménage, C'est ouais. eux qui vont gérer la communication. Moi, je ne fais pas ça parce que Bien sûr, c'est pas assez rentable pour nous. bien sûr. Et donc, je leur dis, regardez ce qui se passe ailleurs. Et c'est vous qui prendrez la décision finale. Bien sûr. En fait, je leur mets pas le couteau sous la gorge, quoi, si tu préfères. Et je pense que ça leur plaît aussi de se dire, qu'est-ce qui se passe ailleurs, comment ils travaillent. Et je pense que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui suis très organisé dans mon travail, je suis hyper réactive, je suis beaucoup dans la communication. Et je pense que c'est ça qui leur plaît aujourd'hui. Ouais. Et d'avoir une petite conciergerie aussi de terrain, ça plaît énormément. Plutôt à d'autres, on a des Ostenfly, on a des choses qui sont vraiment nationales, qui vont gérer vraiment beaucoup de logements. Et ça leur plaît moins. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, non, nous, on recherche une petite conciergerie de terrain, que la personne est sur place. Alors ça, ce sont C'est des vrai. propriétaires pas que je suis à distance. Et ils sont pas au courant de ma vie à une semaine sur deux. Voilà, je leur en parle pas spécialement. Oui, mais je pense qu'ils s'en foutent un peu, si tu veux. Puis quelque part, c'est ton organisation. C'est toi la chef d'orchestre, tu t'organises comme tu veux. Oui, puis j'ai des équipes sur place qui Ouais, ça se c'est passe ça. très Donc, bien. au début, c'est vrai qu'au début, au lancement, ça peut te créer des problèmes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, vu la taille, le nombre de logements que tu as et tout, c'est même pas déconnant que tu vois un propriétaire entende ça. Moi, ça me choquerait pas spécialement. Je me dirais, bon, à partir du moment où c'est organisé, que c'est suivi. Oui, voilà. Parce qu'on est d'accord quand même pour dire que tu n'as pas besoin d'être tout le temps sur le terrain, quoi, tu vois. Tu as quand même des gens qui sont là pour le faire pour toi. Ah bah non, mais la preuve que non, une semaine sur deux, je suis pas sur le terrain. Voilà. Et même quand je suis sur place, je suis pas toujours sur le terrain. Je travaille beaucoup de chez moi aussi depuis mon ordinateur. Donc, t'as pas besoin, en fait. Voilà. Ce qui est le plus important, c'est vraiment d'avoir du personnel sur qui tu peux compter, du personnel. Et être réactif. Toujours. Et ça, c'est ce qui fait ma force. Ça veut pas dire toi venir personnellement, tu vois. Non, pas du tout. C'est trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment ce qui ressort aujourd'hui dans tous les retours que je peux avoir, soit des voyageurs, soit des propriétaires. C'est que je suis quelqu'un qui suis très réactive. C'est vrai que je suis tout le temps sur mon téléphone. Et d'ailleurs, pour moi, l'outil qui vraiment est indispensable et qui m'a aidé, moi, c'est ma montre connectée. Ah, c'est ta montre connectée, d'accord. Ouais, alors, je pourrais plus m'en passer parce que du coup, tu as toutes les notifs en fait en temps voulu et dès qu'il y a quelque chose, hop, je me mets sur mon téléphone et ça, pour moi, je pourrais pas m'en passer. Hein. Clairement, je trouve ça génial. Et la réactivité, c'est ce qui fait beaucoup aussi dans ce métier. Il faut être réactif, mais pas nécessairement en étant sur le terrain. C'est être réactif et trouver les solutions pour pallier aux soucis rapidement, parce que aujourd'hui, on est dans une société où il faut des solutions rapides. Il faut intervenir rapidement et ça, c'est un vrai atout à avoir en tout cas. Et j'ai une petite question, tiens, justement, au tout début, quand tu t'es lancé, parce que ça fait référence à quelqu'un que j'accompagne aujourd'hui, qui est un peu comme toi, justement, bosse du jeudi, en fait, au dimanche, je crois, de mémoire, et elle a que son lundi, mardi, mercredi, tu vois, de disponible réellement pour l'activité. Et donc, elle a du mal à voir comment elle va s'organiser. Donc, toi, c'est un peu la même config. Quand toi, tu as un propriétaire qui t'appelle et qui dit, oui, bonjour, je voudrais vous confier mon logement, quand est-ce qu'on peut se voir? Comment tu…
Tu expliques au téléphone, tu fais un Google Meet, tu dis bah écoutez, on va se voir semaine 3, semaine 8, tu vois, par rapport à toi, t'es dispo, ça marche comment? Alors du coup, ce que je fais, c'est que je lui redemande toujours les dates sur lesquelles ils sont dispo, parce que Ouais. moi, ils montent sur une certaine période, vu qu'ils ne vivent pas là tout le temps. Il y a deux solutions, et ça, je l'ai appris aussi avec l'expérience. Je leur demande pas quand eux sont dispo, je leur dis, moi, je suis dispo tel jour à telle heure. Génial. Pour que ce soit eux qui s'adaptent, pas parce que tu n'as Ok. pas le choix, et que moi, je veux pas leur dire nécessairement que je ne suis pas sur Bien place une sûr, semaine sur deux, bien sûr. parce qu'il y a des personnes pour qui c'est rédhibitoire et ils se disent non, elle n'est pas sur place une semaine sur deux, on va pas lui donner. Donc, je veux pas qu'ils l'apprennent nécessairement. Donc, s'ils me posent la question par la suite, au bout d'un certain temps de relation, je leur dis, il n'y a pas de Bien souci, sûr. j'ai rien à cacher, il n'y a pas de problème. Mais au départ, non, je leur dis pas. Et quand ils sont vraiment sur quelques jours et que c'est la semaine où moi je suis pas là, je leur dis, bah écoutez, sur cette période-là, je vais pas être disponible en journée, ça va être compliqué ou je pourrais pas me déplacer. Par contre, si vous voulez, on peut se faire une visio. Et souvent, j'ai eu des visios avec des propriétaires, comme ça, quand je suis pas sur place. Ouais, c'est visio. Et après, bah, je leur dis, bah, je peux passer après dans votre logement, je peux récupérer les clés. Après, moi, je vais dans le logement, je fais un tour, on en reparle par téléphone, etc. Voilà. Mais sinon, ouais, je C'est fais une ça. visio. Moi, je pense que le proter, il veut sentir le sérieux, il veut, voilà, c'est ça qu'il veut sentir. Il s'en fout de savoir que tu es là, pas là. Du moment que il sent que toi, tu es présent, il peut t'appeler, tu vois, il peut t'envoyer un message en te disant il y a un problème, etc. Je pense que c'est ça qu'il veut, c'est la réactivité, quoi. On s'en C'est fout ça. de savoir si tu es là ou pas là, en fait. On s'en fout. Tant que tu trouves une solution Ouais, et que tu lui montres que pour toi, c'est. En fait, il faut pas que tu lui montres que t'es embêté, tu t'es pas sûr, tu vas pas être là. Il va le ressentir, en fait. Que si tout de suite, tu es sûr de toi, tu dis bah non, je suis pas dispo à cette période-là, mais par contre, je peux vous proposer telle date, ou alors on fait une visio telle date. Bah voilà, lui, du coup, il va devoir choisir, il n'aura pas vraiment le choix. Mais en fait, tu ouais, lui laisses pas le choix. Et en fin de compte, il n'est pas ouais. censé savoir que tu n'es pas dispo parce que tu as Mais un boulot ou que tu n'es pas sur place ou quoi que ce soit. Mais tout à fait. Et puis même, on va aller plus loin que ça. Tu as des grosses boîtes aujourd'hui qui existent. Tu as des commerciaux, par exemple, terrain. Bah, le commercial, on va te dire, il va venir telle semaine dans votre ville. Parce C'est ça, qu'avant, il est exactement. ailleurs. Oui, Et ça dérange personne. ouais, c'est ça. Euh, donc en fait, ça, Donc, ça s'applique complètement à nous, quoi. c'est pas, en fait, voilà, faut pas leur laisser le choix. Moi, au début, je leur disais, parce que tu as envie de les acquérir, tes premiers clients, donc tu leur laisses tout. Tu leur dis, c'est toi qui t'adaptes à eux, en fait. Mais encore une fois, c'est à eux de s'adapter à toi et Tout pas à fait. l'inverse. Et quand tu as ce discours-là, ça change tout. Vraiment, Bah, il ça faut change tout. arriver, voilà, c'est ça, faut arriver à mener la conversation. C'est ça. C'est à vous de prendre le lead, comme on dit, hein. Oui, Prenez le lead, prenez-le, et c'est vous l'emmenez, quoi. Vous l'emmenez où vous voulez l'emmener. et ouais. C'est pas lui de, parce que sinon il va vous balader. Le protéa, il va vous emmener là, et puis d'un seul coup vous êtes complètement perdu et vous rentrez chez vous, vous êtes désespéré, vous dites oh bah au final je vais pas y arriver, etc. Alors que si c'est vous qui aviez pris le lead et qui aviez vraiment votre chemin, bah il va suivre le chemin, le propriétaire. En fait, faut pas vraiment lui laisser le choix en Non, quelque sorte. Et c'est toujours, comme on disait tout à l'heure, c'est lui qui a besoin de vous, pas vous qui avez besoin de lui. mais Et si malheureusement il n'est pas dispo, qu'il s'adapte pas à ce que tu lui proposes, c'est que c'était une personne avec qui tu ne devais ouais, pas travailler. tout à C'est fait. comme ça, tu as peut-être perdu un, mais derrière tu vas peut-être en acquérir deux autres qui seront bien plus bénéfiques pour ta société. Donc c'est toujours, voir le positif, se dire bon je l'ai perdu, c'est pas grave, ça l'a pas fait. Ça m'est arrivé d'en perdre Ouais, ouais. des personnes que je pensais que ça allait le faire et ça l'a pas fait. Je me suis dit tant pis, ils sont allés voir ailleurs et c'est pas grave en fait, ça se laisse la place à d'autres personnes Ouais. et c'est que c'est des personnes avec qui je devais pas travailler, ça devait pas se faire avec eux et c'est comme ça, Oui, il c'est faut pas pas grave. oublier que ces gens-là, c'est des consommateurs d'énergie, c'est des consommateurs Ah oui. ils vont vous prendre la tête, l'énergie mentale, etc. Et au final, ils vont tout vous prendre, il vous restera plus de jus pour aller voir un autre client. Vaut mieux, quand vous levez le matin, vous avez la pêche que vous levez le matin avec la boule au ventre, vous dites, putain, Ah j'espère qu'il m'a oui. pas fait un WhatsApp, quoi. Tu vois. C'est ça, c'est un conseil que je peux donner, c'est vous sélectionnez vos propriétaires. C'est bizarre quand tu démarres parce que tu as tellement envie d'avoir des propriétaires Mm. et des appartements que tu te dis non, je peux pas les sélectionner, je prends tout ce qui vient à moi parce qu'il faut que je Mm. fasse évoluer ma boîte. Mais en fait, il y a un moment donné, Mm. ton énergie et ton temps, tu vas vouloir en fait que ce soit beaucoup plus calme en fait. Et les propriétaires qui sont compliqués, les propriétaires qui te prennent la tête, vaut mieux en fait dire non. Moi, ça m'arrive de dire, là, non, ça va pas le faire. Je sens qu'avec cette personne-là, il est beaucoup trop exigeant. Mm. Il demande beaucoup trop de choses. Moi, je fonctionne Mm. pas comme ça. Et je Mm. préfère dire non. Et plus vous allez dire non à quelqu'un, plus il va vouloir travailler avec vous. Alors Tout ça, à fait, c'est c'est vrai. incroyable. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais voilà, L'humain est fait sélectionnez comme les... ça, hein. Plus on a de noms, plus on a tendance à aller Oui, revenir à la charge, quoi, tu vois. ouais. J'ai le cas en ce moment avec un propriétaire. Je me dis, mais c'est pas possible. Plus je lui dis non, plus il revient à la charge. Je me dis, mais non. Et en fait,
Mais ça gagne, tu gagnes tout en énergie, en fatigue, en tout. Et c'est hyper important d'avoir des propriétaires avec qui tu es en adéquation et qui s'adaptent à ta façon de travailler. Et c'est pas à toi de t'adapter à eux, en fait. Et ça, c'est hyper important, mais tu le comprends, je trouve, au fur et à mesure que tu avances, en fait, dans ta société. Bon, du coup, tu regrettes rien. C'est une très belle expérience pour toi, j'imagine. Puis tu as d'autres projets, du coup, en cours. Donc, ça veut dire que tu vas arriver à un stade où, effectivement, c'est organisé, c'est plutôt bien géré et ça te permet d'aller sur autre chose. Hein. C'est ce que font beaucoup de gens, d'ailleurs. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien de diversifier à un moment donné, de faire autre chose. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est la porte ouverte, la conciergerie. Il y a pas mal d'autres choses quand même. Donc, puis tu sais pas ce que la conjoncture va aussi apporter. Donc, tu te dis, voilà, c'est de pas mettre ses œufs tout dans le même panier, d'ouvrir d'autres choses. Et si un jour il y a quelque chose qui marche moins bien, peut-être soit revendre, soit arrêter et partir sur les autres projets que tu as menés. Et c'est ça, être entrepreneur, c'est toujours aller de l'avant, toujours continuer, toujours avoir de nouveaux projets. Et pour ça, pour rien au monde, je rechangerai, je reviendrai en salariat. Du coup, ça t'a pris ton envol, là. C'est parti. C'est trop bien. Pour rien au monde, je changerai ma vie. Non, vraiment pas. Bon, en tout cas, j'espère qu'on restera en contact, effectivement, pour que tu me tiennes au courant sur tes avancées, ce que tu vas faire, etc. Parce que c'est toujours inspirant. Hein. Moi, j'aime pouvoir échanger justement avec des entrepreneurs ambitieux, comme tu l'es. Donc, ça, c'est vraiment cool, quoi. On sent l'énergie positive, on sent l'envie d'aller plus loin, de rien lâcher, de repousser ses limites. C'est top, quoi. C'est top. Bon, bravo pour ça, quoi. Bravo pour ça, Élodie. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou je vais te laisser un petit peu le mot de la fin pour cette interview. Moi, en tout cas, j'avais été ravi de te recevoir. Et puis, on se tiendra au courant, bien évidemment, s'il y a des avancées majeures et on en discutera, bien évidemment, lors d'une interview. Je te laisse le mot de la fin, Élodie. Oui, qu'est-ce que je peux dire en dernier mot? Juste croyez en vous, croyez en vos projets pour être passé par le creux de la vague et puis maintenant arriver un peu à sortir la tête de l'eau. Du moment où on croit en ces projets et qu'on se donne les moyens, on finit toujours par y arriver. Des demandes, il y en a partout, partout, partout. Et s'il faut des fois bifurquer sur d'autres petites choses, faut pas hésiter. Mais du moment où on a envie de se lancer, il faut y aller. Il faut y aller. Et honnêtement, je suis passée par là où je me suis dit, je vais jamais y arriver. Les autres, ils y arrivent, moi pas. C'est pas possible. Et en fait, on y arrive. On y arrive toujours. Donc croire en soi. Et c'est un très beau projet, que ce soit sous location ou conciergerie. C'est vraiment chouette. Et peut-être que ça durera qu'un temps. Peut-être qu'après il y aura d'autres choses derrière, d'autres projets. Mais du moment, je trouve, on goûte à l'entrepreneuriat, on a du mal à vouloir repartir en arrière. Et non, c'est une super expérience. Et la formation, ça m'a beaucoup aidé. Et Guest Lucky aussi. Franchement, ça a été deux atouts. Et j'en suis très, très contente. Vraiment. Super. Voilà. Merci beaucoup, Élodie. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout. Oui. Merci.